Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on commence la semaine avec un invité de marque, mais avant cela, je vais quand même vous présenter le compère du lundi qui va co-animer avec moi cet épisode, à savoir Kylian Tanguy. Salut Kylian. Salut Armano, comment ça va ? Bah écoute, moi ça va, je ne suis pas trop fatigué par rapport à notre invité qu'on va présenter dans quelques instants, mais d'abord, c'est un épisode un peu spécial du lundi, parce que normalement tu interviens le lundi avec une chronique, c'est toi qui lance la semaine à chaque fois, et aujourd'hui, tu vas intervenir, mais pas pour lancer une chronique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'épisode d'aujourd'hui ? Eh ben bien sûr, parce que comme on l'a plusieurs fois rappelé dans le podcast, ce week-end c'était pas un week-end comme les autres. On va pas parler de triathlon, mais on va parler un des sports du triathlon, et c'est le cyclisme, avec notre invité du jour. Peut-être qu'on peut arrêter de faire durer le suspense et dire que cette personne, c'est ni plus ni moins que le co-animateur de ce podcast, Olivier Descuter. Salut Olivier, comment ça va ? Salut les gars, ça va bien et vous ? Ça fait un peu bizarre du coup de me faire inviter dans le podcast quand même, mais je vous remercie pour l'invitation. Bah écoute, c'est avec plaisir, tu le méritais bien. Je vais laisser du coup le micro à Kylian parce que c'est lui qui va leader l'épisode d'aujourd'hui. Juste pour planter le décor, on l'entend, t'es peut-être en extérieur, Olivier, parce qu'on entend un petit peu de gouttes de pluie qui tombent. Tu peux nous donner un peu le contexte de là où tu te trouves, et puis peut-être après, Kylian, je te laisserai leader l'épisode puisque c'est toi le maître de cérémonie le lundi. Ça marche, oui, effectivement, je suis en déplacement là, je suis dans la voiture en ce moment, donc désolé s'il y a un petit peu de bruit de fond. On est sur tout simplement le ring de Bruxelles, sous la pluie, et on va se faire un petit dîner avec madame pour célébrer les événements de ce week-end. T'auras noté, Kylian, que Olivier a l'habitude de faire du podcast, parce qu'il nous a mâché la transition. Donc le micro est à toi. Vas-y, Kylian, exprime-toi. Exactement. Donc ce week-end, c'était la fameuse Race Across Belgium qu'on a abordée à plusieurs occasions sur le podcast. On peut commencer par rappeler un peu ce que c'est. Je sais pas si vous voulez commencer, vous qui avez été vraiment acteur de cette Race Across Belgium. J'avais effectivement deux casquettes. Moi, c'était un long week-end, puisque ça a démarré mercredi déjà. Donc mercredi, il y a eu les retraits des dossards à partir de 14h. Donc on avait un stand notamment avec Oana, mais on avait aussi tous les autres partenaires de l'événement qui étaient présents. On a pu rencontrer tous les participants. Hermano était là avec son micro pour interviewer chacun des participants un à un. Donc voilà, c'était un week-end assez riche, en tout cas un début de week-end assez riche qui a commencé le mercredi. Jeudi matin, il y a eu les départs. Donc départ du 1000 km à 6h, départ du 350 km à 7h et départ du 600 km à 8h. Et on a eu de la pluie presque toute la journée. Ouais, alors tu parles de la journée parce qu'on reviendra dessus, mais effectivement, pour toi qui, tu l'as dit, tu concourais dans la Race Across Belgium, ça a duré une journée. Par contre, tu dis 350, moi j'avais l'impression que c'était un petit peu plus long que ça, non ? On a eu un petit souci au niveau du tracé. Donc le tracé original devait faire 370, mais il a été changé en raison des inondations qui ont eu lieu en Belgique il y a quelques semaines. Donc le parcours a été raccourci un petit peu, et donc il en faisait plus que 350. Donc, et j'avais exactement 350 km sur mon GPS, donc le parcours était bien correct. Au niveau du nombre de participants, peut-être tu peux rappeler les chiffres ? Initialement, on était censé avoir, je pense, 125 participants. Puis avec les reports, comme l'événement devait avoir lieu au mois de mai initialement, vu qu'on a reporté au mois d'août, ça fait qu'il y a pas mal de gens qui ont reporté, en tout cas qui ont décidé de reporter en 2022. Donc du coup, on a eu à peu près la moitié des participants. Donc on était une soixantaine à prendre le départ entre les différentes distances. Ouais, avec un split assez égal sur chacune des disciplines, il y avait environ une vingtaine de participants sur le 350, une vingtaine sur le 600 et une vingtaine sur le 1000. C'est à peu près ça, exactement. La particularité, parce que tu l'avais pas forcément abordé, déjà c'est une course d'ultra-cyclisme, mais surtout c'est une course qui, sauf sur le 1000, donc sur le 350 et sur le 600, qui est en full autonomie. Donc les partants partent avec ce dont ils ont besoin pendant la course. Ils ont le droit éventuellement de s'arrêter sur la route pour acheter à boire, à manger, se ravitailler, voire réparer s'il y a des problèmes mécaniques sur le vélo. Mais par contre, ils n'ont pas le droit d'être assistés, et ils n'ont pas non plus le droit de rouler ensemble, à plusieurs, pendant plus d'une quinzaine de mètres. Donc c'est vraiment de la course cycliste d'ultra-distance en
autonomie complète. Alors sur le 1000, il y en a qui pouvaient être avec assistance et il y en a qui pouvaient même être en duo ou en relais, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas sur le 350 et sur le 600, et pour 90% des participants du 1000, c'était de l'autonomie complète. Oui, exactement, la plupart des gens étaient en autonomie complète, donc ça ajoute un petit peu de piment évidemment, puisque ça veut dire qu'on doit gérer ses propres ravitaux, donc on peut pas avoir quelqu'un qui nous passe une gourde au bord de la route, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on rentre dans le magasin, il faut qu'on achète, il faut que les magasins soient ouverts. Il faut qu'on ait identifié les magasins à l'avance. Si on n'en a pas sur la route, il faut qu'on fasse un petit détour. Donc voilà, c'est toute une logistique qu'il faut mettre en place aussi. Et donc ça rajoute, comme je disais, un petit peu de challenge. Ouais, une logistique et une stratégie. Et je pense qu'on va y revenir après. Mais vas-y, Kylian, je te laisse la parole. Ouais, justement, j'allais revenir sur le fait de savoir comment toi tu avais géré ça et comment est-ce que tu t'étais préparé. Comment est-ce que je me suis préparé ? J'avais prévu de faire 3 arrêts et pas un de plus. Donc j'avais prévu de m'arrêter au kilomètre 85 à Oufalise, au kilomètre 150 à Stoumont et au kilomètre 250 à la Vacherie, qui est un petit village. Et c'était à chaque fois dans des petits supermarchés et boulangeries. Donc voilà, que j'avais identifié au préalable sur Google Maps, et je savais exactement où je voulais m'arrêter, ce que j'allais faire exactement pendant mes arrêts. Donc à chaque fois c'était acheter de l'eau. C'était la seule chose dont j'avais besoin, puisque j'avais toute la nourriture avec moi. J'avais 1,5 kg de nourriture et j'étais censé être complètement autonome à ce niveau-là. Donc la seule chose pour lesquelles je devais m'arrêter finalement, c'était en dehors des pauses pipi, c'était acheter de l'eau. Ceci dit, je pense que c'était même peut-être un petit peu trop. J'ai quand même regretté un petit peu certains arrêts, même s'ils ont été assez courts. J'ai fait 13h38 de pédalage et j'ai eu à peu près 10 minutes d'arrêt. Qui était pour alors c'était soit un feu rouge, soit acheter de l'eau, soit de la pause pipi, quoi. C'était les seules raisons de mes arrêts. Donc ça a pas été très long, mais 10 minutes finalement ça peut quand même faire la différence, surtout qu'on était très serré avec un des participants qui était très près de moi pendant toute la course. Tu nous l'as dit, tu es parti sur la course avec une double casquette, celle de participant, mais Ohana était aussi partenaire de l'événement. Comment est-ce que ça s'est passé pour la marque ? Ça s'est bien passé. En fait, ce qui est intéressant avec ce genre d'événement, c'est que ça nous permet d'être en contact direct, dans la vraie vie, avec les gens, et ça c'est super important. Ça permet aux gens de voir les produits, de les toucher, éventuellement même de les essayer, et ça c'est quelque chose qui est super important, parce qu'on a beau faire tous les shootings photos, des beaux visuels et tout ce qu'on veut, je pense qu'on a des produits qui plaisent, mais tant que les gens les ont pas en main, c'est toujours un petit peu difficile évidemment de s'imaginer à quoi ça va ressembler, ou à quoi en tout cas ça ressemblera sur eux. Donc c'est toujours important pour moi de pouvoir rencontrer les gens directement, quoi. Et toi qui as, j'imagine bien, pédalé avec les vêtements de la marque, qu'est-ce que tu en as ressenti ? Moi j'étais au top. Je vais pas dire le contraire évidemment. Non, j'étais évidemment très content de mon kit. Bon, après c'est des produits que j'ai déjà pu tester pendant quelques milliers de kilomètres depuis l'année passée. Donc voilà, c'était rien de nouveau pour moi. Mais donc non, ça s'est très bien passé à ce niveau-là. Je suis parti assez léger. J'ai quand même pris un coupe-vent. J'ai hésité à la dernière minute, jusqu'à la dernière minute, à prendre mon coupe-vent. Et finalement, j'étais quand même content de le prendre, parce qu'il a plu presque toute la journée. Donc arrivé au kilomètre 180, j'ai quand même décidé de mettre mon coupe-vent, parce que j'étais trempé et je commençais à avoir un peu froid au niveau de la poitrine et tout ça. Et donc je me suis dit on va arrêter les bêtises. On va quand même s'arrêter 30 secondes, le temps de mettre la veste. Parce que j'avais essayé de la mettre sur le vélo, mais ça marchait pas. Elle s'était pris dans ma roue arrière, machin. Donc voilà, parfois à force de vouloir gagner trop de temps, on risque d'en perdre. Donc voilà, parfois il vaut mieux effectivement jouer la carte de la précaution. Donc voilà, ça c'était pour l'équipement. Et sinon, comme je disais, au niveau de la nutrition, j'avais tout avec moi, mais c'était pas non plus énorme. Puis 350 km, c'est long, et en même temps, pour de l'ultracyclisme, ça reste quand même relativement court. Je suis parti, il faisait déjà jour. Je suis revenu à la tombée de la nuit, donc voilà, j'ai pas non plus passé la nuit sur le vélo, donc c'est assez différent. Donc j'étais équipé de manière assez simple et assez léger.
Sur l'équipement, je sais pas si nos auditrices et nos auditeurs avaient bien suivi, mais comme Ohana était partenaire de la course, et chacune des participantes et chacun des participants ont reçu aussi un maillot Ohana siglé Race Across Belgium. Donc comme ça, ils vont pouvoir aussi, pour les 60 qui se sont alignés cette année et plus ceux qui ont reporté l'année prochaine, voir les produits, les avoir en main, les tester. Et puis on avait quand même aussi monté un stand Ohana sur place, et ça a permis à ceux qui passaient, comme le disait Olivier, de voir les produits. Et sinon, je pense que en dehors de ça, je sais pas si c'est le textile, si c'est le matériel que tu avais sur le dos qui a bien aidé, mais tu as quand même mené une très belle course, Olivier. Oui, alors, comme je disais, je suis parti. C'était un rolling start, donc je suis parti 8e. Et puis je suis revenu sur mes concurrents du coup un par un. Je les comptais du coup, donc je savais plus ou moins où je me situais par rapport à eux. Et j'ai rattrapé les deux premiers en fait qui étaient ensemble au kilomètre 90 à peu près. Et à ce moment-là, je savais que j'étais en tête de la course. Par contre, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un à mes trousses. Et c'était effectivement un gars que j'avais dépassé au kilomètre 50 qui m'a tenu. Il était à mes talons en fait pendant 300 km. Il m'a pas lâché. On avait 1 kilomètre d'écart tout le temps. Donc c'était vraiment très très serré. Il y avait énormément de tension. Mentalement, c'était très dur parce que dès que je tournais la tête et qu'il y avait une petite ligne droite, je voyais une petite lumière qui pointait le bout de son nez et je savais que c'était lui. Et les moments où je levais un peu le pied, il revenait sur moi et donc je devais réaccélérer à nouveau et pour créer la distance encore une fois. Donc c'était vraiment rude. Je pense qu'on s'est vraiment fort poussé tous les deux parce que au final même le troisième il est arrivé 1 heure après nous. Donc voilà, on a quand même très fort poussé le truc. Ça nous a aidé tous les deux, je pense, à vraiment bien rouler. Et donc voilà, donc on a terminé à quelques minutes d'écart. Donc je suis arrivé premier, mais je crois qu'il a moins de 5 minutes de retard sur moi. Donc voilà, ça s'est vraiment joué à très très peu. Peut-être pour terminer, clôturer l'épisode, maintenant que tu as fait ton premier ultra, est-ce que tu as un conseil à donner? Ouais, alors je pense que il y a 3 choses à prendre en compte. La première, c'est la constance. Il faut être super constant. Je suis parti au début, j'étais trop dans les watts. Bon, en même temps, il y a le contexte de la course qui fait que t'as quelqu'un juste derrière toi, t'as pas forcément envie de trop baisser la cadence. Donc c'est pas toujours facile, mais il y a rien à faire au final. Le fait d'être constant et donc de pas partir trop vite, ça c'est super important. Je pense que c'est pas un secret, mais ça vaut la peine de le répéter. Bien gérer sa nutrition et son hydratation. Je pense que j'ai plutôt bien géré à ce niveau-là. Ça a été, par contre, mon concurrent, donc justement le deuxième, lui avait 5 litres d'eau avec lui, alors que moi j'en avais moins de 2. Donc ce qui fait que lui s'est arrêté 1 fois, je me suis arrêté 3 fois. Donc forcément, c'est le genre de choses qui peut changer quand il y a que quelques minutes de différence entre les deux. Ça peut faire la différence. Et le reste, c'est le mental. Je t'aide si tu veux. En dehors du mental, moi je dirais la batterie du téléphone chargée à bloc. Ah oui, ça peut aider aussi. Oui. C'est vrai, effectivement. Tu aurais bien voulu suivre les écarts qu'il y avait entre toi et numéro 2, numéro 3, etc. Et malheureusement, en arrivant, tu nous as dit putain, j'avais plus de batterie, je savais plus où j'étais dans le noir total. Et effectivement, d'un point de vue stratégique, je pense que ça aurait aidé si tu avais vu à un moment que tu arrivais à te décrocher. Ouais, je pense qu'effectivement, si j'avais pu suivre le truc en live, j'aurais peut-être joué un peu différemment. Mais bon, voilà, j'étais un peu dans l'inconnu, donc j'ai un peu couru à l'ancienne, sans trop savoir. Voilà, ça s'est joué vraiment là, au visuel, quoi. Donc voilà. Donc c'est clair que c'est le genre de choses effectivement à prévoir pour la suite. Toujours avoir de la batterie sur tous ces appareils. et moi je rajouterais juste une chose, c'est que en tant que suiveur, alors je le disais tout à l'heure, tu n'avais pas le droit à l'assistance, donc on t'assistait pas. Par contre, tu avais une balise GPS comme tous les participants, et si le système avait bien fonctionné, s'ils avaient bien pris en compte le changement de parcours relativement aux problèmes qui se sont passés juste quelques jours avant la course, et tu nommais notamment les inondations, eh bien on aurait pu vous suivre de façon un peu plus précise. En tout cas, ce qui nous était donné pour vous
suivre via le site internet Solusport, eh bien, c'était pas super précis, mais en tout cas, nous, on devenait tous fous parce que on vous voyait. Une fois, c'était le numéro 2, donc Jean-Pierre Triziac, qui était devant toi. Une fois, c'était toi. Ça se jouait à 500 mètres, en tout cas, d'après l'application. Et pour nous, c'était super stressant. Je veux dire, nous, en tout cas, moi, et puis toutes les autres personnes de l'organisation qui suivaient, et on savait pas qui serait devant, qui arriverait avant. Et je pense qu'on était tous bien contents de voir Olivier passer la ligne en premier quand même. Ouais, bon après, moi j'étais content, c'est sûr, et la pression, je peux te dire que je l'ai bien senti aussi. Donc ça a été une pression, c'est simple, ça a été une pression de 300 km, quoi. Donc tu peux imaginer un petit peu ce que ça représente sur la journée. On a eu pas mal d'adrénaline en tout cas, c'est sûr. Bon, en tout cas, j'espère que ça n'aura pas entamé un petit peu tes chances pour les prochains objectifs. Non, pas du tout. Écoute, aujourd'hui, je suis reparti. J'ai quand même pris une journée de repos. Une journée de repos entre guillemets, puisque j'ai quand même dû bosser jusque 22h hier. Et puis aujourd'hui, à N+2, je suis allé nager mes 4 km en piscine, et je devrais encore faire 15 km normalement ce soir. Donc non, je suis bien de retour à l'entraînement. Je pense que on a bien fait le tour, et je tenais juste à le féliciter, et puis on a hâte de te revoir sur les prochaines courses pour augmenter la distance. Merci en tout cas les gars pour l'invitation. C'est un plaisir. On finira pas l'épisode en te demandant où est-ce qu'on peut te retrouver, parce que je crois que nos auditrices et nos auditeurs l'auront bien compris. On se retrouvera demain. Ça marche. Demain pour un nouvel épisode avec un superbe invité. Allez, salut. Ciao, à demain. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, venez sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous. Vous nous aideriez aussi énormément en allant sur Apple Podcast pour laisser une revue 5 étoiles de préférence à ce podcast Devenir triathlète et au podcast de Kylian Tanguy, Sport Actu. Allez, à demain pour lancer la thématique de la semaine.